Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Le second tour de l'élection présidentielle confirmé au Mali. La Cour constitutionnelle a annoncé les chiffres définitifs du premier tour qui confirment les résultats obtenus par le président sortant Ibeka et son adversaire Soumaïla Cissé. Dans l'actualité également, le président Joseph Kabila ne briguera pas un troisième mandat en République démocratique du Congo. Emmanuel Ramazani Shadari, ancien ministre et secrétaire permanent du parti présidentiel, le PPRD, a été désigné candidat de la majorité présidentielle. Et puis au Sénégal, les systèmes financiers affichent leur soutien au secteur privé. De l'hôtellerie au commerce, les crédits bancaires qui leur sont alloués sont en hausse permanente. Un second tour qui opposera le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta au chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. La tenue du scrutin du 12 août au Mali a bien été confirmée par la Cour constitutionnelle. Selon les résultats définitifs, Ibeka est arrivé en tête du premier tour avec 41,68% des suffrages contre 17,78% pour Soumaïla Cissé. Nous allons écouter un extrait de la déclaration de la présidente de la Cour constitutionnelle malienne, Manassa Danioko. De l'élection du président de la République le 12 août 2018, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 33 de la Constitution. Considérant que la proclamation des résultats provisoires de l'élection du président de la République, premier tour, a eu lieu le 12 août 2018 à 22h15. Considérant que l'article 31 de la loi 97-010 du 11 février 1997, modifié par la loi 02-011 du 5 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivante du 1L, in fine, il ressort que le droit de faire des réclamations appartient à tout candidat, tout parti politique ou représentant de l'État dans la circonscription administrative. Que le nommé Adama Traoré, ne remplissant pas les conditions susyndiquées, consignées, il y a lieu de le déclarer, ça répète, irrecevable. Vers la fin de l'ère Kabila en RDC, le président de la République au pouvoir depuis 2001 a annoncé qu'il cédera sa place à l'issue du scrutin de décembre 2017. Pour le succéder, plusieurs personnalités de l'opposition ont déposé leur candidature. Et du côté du parti au pouvoir, le PPRD, l'ex-ministre de l'Intérieur et actuel secrétaire permanent du parti, Emmanuel Ramazani Shadari, sera le candidat. Écoutons les précisions de notre correspondant en RDC, Jacques Amboka. Emmanuel Ramazani Shadari a déposé ce mercredi 8 août sa candidature à la présidentielle pour le compte du Front commun pour le Congo, la famille politique du chef de l'État, Joseph Kabila. C'est avec une foule immense que le candidat de la majorité présidentielle est arrivé au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Nous attendons certainement donc à une alternance au sommet de l'État à l'issue des élections prévues au 23 décembre 2018. Emmanuel Ramazani Shadari pourrait donc succéder à Joseph Kabila si le camp présidentiel gagne les élections. Et ça sera donc une première pour la République démocratique du Congo qui n'a jamais connu l'alternance démocratique au sommet de l'État. Le 6e sommet panafricain des jeunes leaders se poursuit à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Jusqu'au 10 août, plusieurs sujets liés au développement, à la croissance économique et à la jeunesse y seront abordés. Il s'agit d'une rencontre organisée par le réseau des jeunes leaders des Nations Unies avec le soutien du gouvernement burkinabé. Voyons ce reportage de notre correspondant au Burkina, Jean-Paul Ouedraogo. Évaluer et capitaliser la contribution de la jeunesse africaine dans la mise en œuvre des ODD, Objectifs de développement durable, c'est tout l'enjeu du 6e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies qui se tient du 6 au 10 août 2018 à Ouagadougou. Et il convient de souligner qu'une assemblée générale, comme il est de tradition pour l'Euro-JALNU, a vu le renouvellement des instances dirigeantes de l'institution. Nous avons eu 4 candidatures qui étaient enregistrées et à l'issue du scrutin, j'ai pu avoir le suffrage et la confiance donc de mes autres collègues jeunes leaders africains qui étaient là. Le 6e sommet, c'est aussi des panels, sessions et visites. Une classification faite permettra aux participants venus d'une quarantaine de pays d'aborder les thématiques que sont la bonne gouvernance, l'environnement, la santé et plusieurs autres. L'objectif étant d'aboutir à de fortes résolutions à l'issue de la rencontre. D'ailleurs, le thème retenu pour cette édition est vers l'appropriation des objectifs du développement durable ODD, la contribution des jeunes au cœur du plan de rattrapage du VIH 90-90-90 et la capture du dividende démographique.
J'attends des résultats concrets dans l'optique d'éradiquer, de réprimer la corruption et d'emmener la jeunesse à être un catalyseur, un acteur fiable. Notre présence ici n'est rien d'autre que de venir encourager pour que la jeunesse africaine prenne le dessus des choses, pour que les 17 principes d'objectifs de développement durable puissent être atteints d'ici 2030. Ce 6e sommet se tient après la dernière édition tenue à Libreville, au Gabon, en 2016. Au Sénégal, le secteur privé semble prometteur depuis plusieurs années. Les établissements financiers y investissent de fortes sommes et sont moins réticents à accorder des crédits, notamment dans le secteur du commerce, de l'hôtellerie et des services à la collectivité. En 2017, plus de 4 000 milliards de francs CFA ont ainsi été investis dans le secteur privé. Des détails avec Marcel Farba-Maroun. Au Sénégal, les crédits octroyés par les institutions financières à l'endroit du secteur privé sont en hausse. En 2017, les banques ont débloqué au total 4 209,1 milliards de francs CFA aux acteurs de ce secteur, contre 3 243,9 milliards de francs CFA un an plus tôt, ce qui représente une augmentation en valeur relative de 16,5%. Nous sommes dans un pays où le système bancaire a été totalement assaini et en face d'une concurrence exacerbée entre les établissements financiers. Il y a aussi le plan Sénégal émergent avec des cycles de croissance que l'économie connaît. D'après les données en provenance du ministère de l'économie, des finances et du plan, les crédits bancaires déclarés représentent 33,7% du produit intérieur brut contre 28,4% en 2016. Les acteurs du commerce, de l'hôtellerie, des industries manufacturières et des services à la collectivité ont été les plus concernés par ces prêts. Ce qu'il faut déplorer, c'est qu'il faut que ces crédits aillent encore davantage vers les 65% de la population, c'est-à-dire le secteur de l'agriculture. À côté de cela aussi, donc les industries transformatrices de ces produits agricoles. Ensuite, le secteur des petites et moyennes entreprises. On dénombrait au 31 décembre 2017 29 établissements de crédit dans le paysage bancaire sénégalais, dont 25 banques et 4 établissements financiers à caractère bancaire, contre 27 établissements de crédit en 2016. En Algérie, la chasse n'est plus un domaine réservé aux hommes. De plus en plus de femmes s'y mettent ces dernières années. Au-delà du loisir, ce changement marque aussi une avancée vers l'égalité des sexes, même si le chemin vers l'émancipation est encore long. Des explications avec Solange Dubois. Les femmes algériennes sont de plus en plus nombreuses à braver les stéréotypes du genre. La nouvelle tendance, pratiquer la chasse. Néanmoins, ces aventurières ne représentent qu'une faible portion par rapport au nombre d'adeptes. J'encourage les femmes à ne pas se limiter à ce qui est symbolisé pour les hommes. Donc c'est un sport, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait encouragé. Donc le Cheikh Naïl Indino, les limites, c'est un très bon sport et une très bonne expérience. Inch'Allah que ça existera encore des associations qui le font. Voilà. Loisirs réservés aux hommes pour certains, grand pas vers l'égalité des sexes pour d'autres. Nombreuses sont les femmes ayant reçu un soutien de la part des hommes. Elles sont pour la plupart initiées par leur mari ou même par leur père. C'est à encourager parce que c'est normalement chez nous, c'est beaucoup plus un métier d'homme et des filles qui osent comme ça. En plus, c'est son père qui l'encourage. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un signe d'ouverture. C'est un peu le déblocage de la société parce que j'espère que ça va être la fin des tabous. Et puis pourquoi pas les femmes? Pour ces femmes, la chasse est à la fois une philosophie de vie et une manière de se nourrir en respectant la nature, loin des industries. Par ailleurs, la hausse du nombre de pratiquantes a eu des répercussions positives au sein du marché de la chasse. Ce dernier s'est en effet adapté à cette nouvelle clientèle. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.